Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons présenter le modèle ISLM. Donc, dans les vidéos précédentes, on a traité le modèle keynésien simplifié, ainsi que l'introduction de l'État et des échanges extérieurs dans l'économie. Aujourd'hui, l'objectif de cette séance est de traiter le modèle keynésien ou bien le modèle ISLM. Donc, jusqu'à présent, nous avons étudié l'équilibre sans prendre en compte la monnaie. L'analyse keynésienne est une analyse globale qui intègre le marché des biens et services, le marché de l'emploi et le marché de la monnaie. Si vous vous rappelez bien, dans les séances introductives, on avait parlé de trois types de marchés, à savoir le marché de biens et services, où on trouve l'offre de biens et services et la demande de biens et services. L'égalité entre ces deux composantes nous donne un prix d'équilibre. Ensuite, on a traité le marché du travail, où on a l'offre du travail et la demande du travail. Et comme prix, nous avons les salaires, ainsi que le marché de la monnaie. Donc, contrairement au classique qui considère que la monnaie est neutre, pour Keynes, la monnaie agit sur le comportement des agents économiques. Donc, la monnaie pour Keynes, elle n'est pas neutre. Ainsi qu'elle est utilisée pour encourager l'activité économique ou bien stimuler l'activité économique. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est que la monnaie? La monnaie est le stock d'actifs facilement mobilisables pour effectuer des transactions. La monnaie aussi est composée généralement de billets de banque, des pièces métalliques, des dépôts à vue dans les banques qui sont utilisables immédiatement par chèque. La monnaie se limite donc à ce qui est vraiment liquide et ne demande pas de délai pour servir dans les transactions. Donc, à titre d'exemple, sur le marché des biens et services, pour faire des transactions, on utilise de la monnaie. On utilise de la monnaie pour acheter des biens ou bien pour avoir des services. Les fonctions de la monnaie. Nous avons trois fonctions principales de la monnaie. Première fonction, c'est un moyen de réserve de valeur. Elle permet le transfert du pouvoir d'achat du présent vers le futur. C'est-à-dire, si je travaille par exemple aujourd'hui et je gagne 100 dirhams ou bien 1000 dirhams, je peux garder cet argent pour le dépenser demain ou après-demain, bien la semaine prochaine ou bien le mois prochain. Donc 1000 dirhams, كتبقى 100 dirhams. C'est pour cela qu'on l'appelle moyen de réserve de valeur. Deuxième fonction, on considère que la monnaie est un instrument de compte. C'est-à-dire que la monnaie permet de donner une mesure de la valeur des biens. Donc, on a différents biens qui circulent dans le marché. En utilisant de la monnaie, on peut donner de la valeur à chaque bien ou bien à chaque produit. À titre d'exemple, le produit stylo peut être échangé contre 10 dirhams ou bien 5 dirhams, je dis n'importe quoi. Troisième fonction, c'est un moyen de règlement de transaction. La monnaie est utilisée pour acheter des biens et services. Ainsi, en entrant dans un magasin par exemple, nous savons que le vendeur acceptera notre argent en échange des produits qu'il vend. Donc, on utilise de la monnaie dans, dans le marché des biens et services par exemple pour acheter un produit. Sinon, sur le marché du travail, on offre, ou bien le salarié offre le facteur travail. En contrepartie, il obtient un salaire. La monnaie est demandée pour sa liquidité, c'est-à-dire son attitude à être échangée à n'importe quel moment contre n'importe quel bien. Dans la théorie keynésienne, on distingue trois motifs essentiels de la monnaie.
Ces motifs-là poussent les agents économiques à détenir de la monnaie liquide. Donc, trois motifs qui encouragent les agents économiques à détenir de la monnaie. C'est ce qu'on appelle aussi les motifs de préférence à la liquidité. Premier motif, le motif le plus simple, et que nous effectuons dans nos achats quotidiens, c'est le motif de transaction. Il s'agit de la demande de monnaie pour effectuer des achats quotidiens. Cette demande de monnaie est une fonction croissante du revenu, c'est-à-dire chaque augmentation du revenu implique une augmentation de la consommation. On a déjà vérifié cette relation dans le chapitre précédent. Et donc une augmentation de la demande de monnaie. Et bien sûr, motif de transaction, c'est pour les achats de biens et services. On l'utilise dans le marché des biens et services. Deuxième motif, c'est le motif de précaution. Il s'agit de la demande de monnaie pour faire face à des dépenses imprévues. Par exemple, accident, maladie ou toute autre dépense imprévue. Cette demande de monnaie est aussi en fonction du revenu. Et elle est en fonction du revenu avec une relation croissante. Chaque augmentation du revenu implique une augmentation de la demande de monnaie pour motif de précaution. Donc, on note L1, la demande de monnaie pour motif de transaction et de précaution, avec une relation croissante entre l'augmentation du revenu. Chaque augmentation du revenu implique une augmentation de la demande de monnaie pour motif de transaction et de précaution. C'est pour cela qu'on a la dérivée première de la demande de monnaie est positive. Troisième motif de préférence à la liquidité, c'est le motif de spéculation, qui s'appelle aussi le mudaraba. On parle ici de la spéculation financière. C'est la demande de monnaie à des fins de spéculation en bourse. Qu'est-ce que c'est que la spéculation? La spéculation consiste à acheter des biens réels ou financiers. Donc ici, on parle de deux types de spéculation, que ce soit la spéculation réelle ou bien financière, lorsque leur prix s'en bat, et les revendre lorsque leur prix augmente. C'est-à-dire comme chez le marché boursier, ou quand chauffe le prix ou la valeur des titres. Et là, quand la valeur ou le prix des titres habta, les investisseurs cherchent à acheter davantage ces titres en disant que d'ici le lendemain, ou bien à l'instant T plus 1, le prix de ces titres va augmenter et donc ils vont gagner davantage en vendant ces titres. Les encaisses de spéculation sont détenues dans une quantité importante lorsque le prix des titres s'enchère. Par contre, les encaisses de spéculation se réduisent lorsque les prix des titres baissent. Ce qui fait que il existe une relation négative ou bien décroissante entre le taux d'intérêt et le prix des titres financiers. Lorsque le taux d'intérêt augmente, les titres vont baisser. Keynes souligne aussi qu'il existe une relation inverse entre le taux d'intérêt et la demande de monnaie pour motif de spéculation. La demande de monnaie pour motif de spéculation, on va la noter L2. Donc essayez s'il vous plaît de garder ces annotations pour les utiliser par la suite et surtout pour les utiliser dans les séries d'exercices. Donc on a première annotation, c'est L1 qui est en fonction du revenu avec une relation croissante. L1,
c'est le motif, c'est la demande de monnaie pour motif de transaction et précaution. L2, c'est la demande de monnaie pour motif de spéculation, avec une relation inverse. Chaque augmentation du taux d'intérêt implique une diminution de demande de monnaie pour motif de spéculation, ce qui donne que la première dérivée, est négative. Donc, après avoir expliqué les trois motifs de préférence à la liquidité, la demande globale, ou bien la demande de monnaie, est égale à la demande de monnaie pour motif de transaction précaution, plus, qui est en fonction du revenu bien sûr, plus la demande de monnaie pour spéculation, qui est en fonction décroissante du taux d'intérêt. En somme, la demande de monnaie est une fonction décroissante du taux d'intérêt. Aussi, le taux d'intérêt est inversement relié à la quantité de monnaie disponible. Si la quantité de monnaie diminue, le taux d'intérêt va augmenter. Donc, si nous avons une situation où la quantité de monnaie est faible, alors que les agents économiques vont chercher davantage à obtenir de la monnaie pour la circuler dans l'activité économique, qu'est-ce qu'ils vont faire les banques? Ils vont augmenter le taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que la demande est importante. Pour l'offre de monnaie, on va la noter avec grand M. L'offre de monnaie est considérée exogène. Donc, c'est pas à nous de la fixer, c'est pas au modèle de la fixer, c'est la banque centrale qui fixe l'offre de la monnaie. Donc, dans les exercices, on va nous donner M est égal à une valeur quelconque. L'équilibre sur le marché de la monnaie est conditionné bien sûr par l'égalité entre la demande de monnaie et l'offre de la monnaie. Donc, on va essayer par la suite de voir le rôle que joue le taux d'intérêt dans l'équilibre sur le marché des biens et services et dans l'équilibre sur le marché de la monnaie. On rappelle que le système économique comporte deux sphères. Lorsqu'on parle de la courbe IS, donc on parle du marché des biens et services, et donc la sphère réelle. Pour la courbe LM, c'est le marché de la monnaie, et donc c'est la sphère monétaire. L'équilibre macroéconomique global s'applique à tout le système économique dans ces deux sphères. La théorie keynésienne montre que la jonction entre les deux sphères se fait à travers le taux d'intérêt. Donc le taux d'intérêt joue un rôle très important dans ce modèle. L'équilibre sur le marché des biens et services conduit à la courbe IS. Donc lorsqu'on va parler du modèle ou bien de la courbe IS, on parle de l'équilibre sur le marché des biens et services. Pour l'équilibre sur le marché de la monnaie, il conduit à la construction de la courbe LM. IS revient à Investment Saving ou bien investissement épargne. LM revient à Liquidity Money, liquidité monnaie, ou bien demande de monnaie et offre de monnaie. Donc avant de passer à l'explication de la courbe IS, l'objectif de cette vidéo, bien de ce cours-là, est d'arriver à l'explication du modèle ISLM en économie fermée tout d'abord. Puis on va passer à traiter le modèle ISLM en économie ouverte. Et on a déjà vu la différence entre économie fermée et économie ouverte. On peut traiter l'économie dans 2 ou 3 cas.
Premier cas, c'est l'économie ouverte sans gouvernement, ce qui donne que l'économie est composée de deux agents, à savoir les entreprises et les ménages. Et donc Y est égal C plus I. Deuxième cas, c'est l'économie fermée avec gouvernement. Donc on ajoute les dépenses publiques G et on ajoute aussi les taxes, ou bien les prélèvements obligatoires. Troisième et dernier cas, c'est l'économie ouverte, où on ajoute les exportations et les importations. Donc ici, on a essayé de faire un petit rappel sur les étapes de construction du modèle ISLM. Première étape est la construction de la courbe IS, qui est l'ensemble des couples. Y, c'est le revenu, et R, c'est le taux d'intérêt. Parfois, vous allez trouver dans d'autres ouvrages I, c'est la même chose, c'est le taux d'intérêt, pour lesquels il y a un équilibre sur le marché des biens et services. Deuxième étape, c'est la construction de la courbe LM, c'est-à-dire trouver l'équilibre sur le marché de la monnaie. Troisième étape est d'étudier comment se détermine l'équilibre sur toute l'économie, c'est-à-dire le couple YR, revenu, taux d'intérêt, tel que l'économie est équilibrée. L'équilibre macroéconomique se définit comme un équilibre simultané, c'est-à-dire un équilibre dans les deux sphères, réelle et monétaire, sur le marché des biens et services et sur le marché de la monnaie. Et bien sûr, les variables d'ajustement de l'équilibre macroéconomique sont le taux d'intérêt, I ou bien petit r, et la production, ou bien le revenu, grand Y. Les principales équations de la courbe IS. Donc on a vu comme définition, la courbe IS matérialise l'ensemble des points d'équilibre sur le marché des biens et services, c'est-à-dire toutes les combinaisons du taux d'intérêt I et du revenu pour lesquels il y a une égalité entre l'investissement et l'épargne. On va parler de la construction de la courbe IS. Donc, commençons par l'équation de revenu. On sait que Y est égal à C plus S plus G. C, c'est la consommation, S, c'est l'épargne et G, c'est les dépenses publiques. Et on sait aussi que C, S et G constituent les emplois du revenu. Donc, pour calculer l'épargne de cette équation, on peut trouver S qui est égal au revenu Y moins les dépenses, à savoir les dépenses de consommation et les dépenses publiques. On peut aussi passer par le marché des biens et services et utiliser l'égalité selon l'approche dépenses. Donc Y est égal à C plus I plus G. Réarrangeons les termes du côté gauche pour laisser du côté droit l'investissement. C'est que l'investissement, c'est le revenu moins les dépenses publiques moins la consommation. Donc on peut remplacer dans cette fonction-là l'investissement par sa valeur. Et on trouve Y, ou bien l'investissement est égal à l'épargne. I est égal à S. Keynes a montré d'une manière indiscutable que dans une économie fermée, c'est-à-dire sans relation avec l'extérieur, l'épargne globale est nécessairement égale à l'investissement global. Nous pouvons aussi ressortir les composantes de l'épargne qui sont l'épargne publique et l'épargne privée. Quand je parle de l'épargne publique, c'est-à-dire l'épargne du gouvernement. L'épargne privée, c'est l'épargne des deux agents économiques, les entreprises et les ménages. Donc, en commençant par l'équation qu'on a présentée ici, on peut trouver que Y moins T
moins C plus T moins G est égal à l'épargne. Et on sait très bien que Y moins T moins C, c'est l'épargne privée. T moins G, c'est l'épargne publique. Ici, pour T moins G, c'est recettes moins dépenses. On sait très bien que le gouvernement, ses ressources principales sont issues de la fiscalité. Ce sont des ressources fiscales. Et donc, ce sont des prélèvements obligatoires, représentés dans ce modèle par grand T. Donc, si on fait T, les ressources du gouvernement, moins ses dépenses, G, on va trouver l'épargne publique. Puisque Y moins T moins C représente l'épargne des entreprises et des ménages, et T moins G représente l'épargne publique, donc le total des deux épargnes représente l'épargne intérieure. S est égal à SP plus SG. Donc S est égal à I. L'équilibre entre offre des biens et services Y et demande des agents C plus I plus G se ramène à l'égalité entre S et I, d'où la courbe IS. Investissement, épargne. Donc, passons maintenant à la représentation graphique de l'équilibre sur le marché des biens et services. Par définition, la courbe IS est l'ensemble des couples, bien des points, qui assurent l'équilibre sur le marché des biens et services. Pour établir la relation entre Y et le taux d'intérêt, c'est-à-dire entre le revenu et le taux d'intérêt, commençons par la relation entre la demande de consommation et le revenu, ainsi que celle entre la demande d'investissement I et le taux d'intérêt R. Dans le chapitre où on a traité le modèle keynésien simplifié, on a présenté que la consommation est en fonction croissante du revenu. Et on a vu cette fonction-là. La consommation est égale à la consommation incompressible ou bien à la consommation autonome. On a présenté ça dans le chapitre précédent. Plus la propension marginale à consommer multipliée par le revenu moins T. Ou bien multiplié par ce qu'on a appelé dans le chapitre précédent le revenu disponible. Lorsqu'on prélève les taxes ou bien les ressources de l'État du revenu global, on trouve le revenu disponible. D'après Keynes, la consommation dépend positivement du revenu. On a vu que toute augmentation du revenu engendre une augmentation de la consommation dans une moindre proportion, c'est-à-dire pas avec la même valeur que l'augmentation du revenu, avec une augmentation faible que l'augmentation du revenu. Toutefois, la consommation augmente vite que le revenu. Si la variation du revenu est égale à 1, alors la consommation augmente de PMC. Et on sait très bien que la propension marginale à consommer est entre 0 et 1. On passe aussi à la fonction d'investissement. On a vu la fonction d'investissement dans le modèle keynésien simplifié. Et on a présenté que l'investissement est en relation décroissante ou bien inverse avec le taux d'intérêt. Chaque augmentation du taux d'intérêt implique une diminution de l'investissement et donc de la demande globale et donc de l'activité économique. En supposant que la dérivée
de la fonction g est négatif, donc si on dérive la fonction i par rapport au taux d'intérêt, on va trouver moins g. Remarquons aussi que plus le taux d'intérêt est bas, plus les entrepreneurs investissent. Donc si les banques commerciales présentent un taux d'intérêt qui est faible, cela va encourager les entreprises à emprunter, ce qui va donner une augmentation de l'investissement et donc de la demande globale et donc de l'activité économique en général. Dans l'équation de l'équilibre macroéconomique, on a Y est égal à C plus I plus G, c'est-à-dire revenu est égal à consommation plus investissement plus dépenses publiques. En remplaçant dans l'équation d'équilibre macroéconomique C et I par leurs expressions, on a déjà trouvé que C est égal à cette fonction-là et I est égal à cette fonction-là. Donc on remplace ici la fonction C et la fonction I. On va trouver cette fonction-là. Donc, si on ramène CY à l'autre côté, ça va donner Y moins CY, et donc 1 moins C fois Y. Donc, l'objectif dans le modèle, ou bien dans la courbe IS, c'est de trouver la fonction du revenu, ou bien le revenu en fonction du taux d'intérêt, dans la première étape de la construction du modèle ISLM. Donc ici, on a pu trouver le revenu en fonction du taux d'intérêt. Ici, c'est G. Donc si on dérive la fonction du revenu par rapport au taux d'intérêt, qu'est-ce qu'on va trouver? Si on dérive cette fonction, par exemple, ou bien celle-là, par rapport à R. Ici, on n'a pas R, donc c'est 0. Ici, on a R, donc c'est 1. Donc Y est égal à moins G sur 1 moins C. Et du fait que G est positif et C, par définition, C, ici c'est la propension marginale à consommer, et par définition elle est entre 0 et 1, alors la courbe IS est décroissante, puisque sa pente est négative. Donc graphiquement, on trouve que la courbe IS, sa forme, elle est décroissante. Et chaque augmentation du taux d'intérêt implique une diminution du revenu global à travers le mécanisme de l'investissement, comme on a présenté tout à l'heure. Pour les déplacements de la courbe IS, c'est simple. La courbe IS se déplace sous l'effet d'une politique budgétaire. Après la présentation de la courbe IS, de la courbe LM ainsi que du modèle ISLM, on va étudier les politiques économiques dans le modèle ISLM. On va revenir sur la politique budgétaire et la politique monétaire. Donc ici, une politique budgétaire expansionniste, c'est-à-dire une hausse des dépenses publiques ou bien une baisse des taxes. Donc une hausse des dépenses publiques, on aura un déplacement de la courbe IS vers la droite. Donc une augmentation des dépenses publiques, par exemple, une augmentation de G, implique une augmentation du revenu national. Donc, le déplacement ici de la courbe IS passe de cette courbe-là à IS', avec un taux d'intérêt donné. Dans le modèle ISLM aussi, on retrouve le fameux multiplicateur keynésien. Si vous vous rappelez bien, dans les vidéos précédentes, on a étudié le multiplicateur keynésien.
qui mesure de combien augmente le revenu si l'investissement augmente d'une seule unité. Multiplicateur keynésien, on le note par K, qui est égal à 1 sur 1 moins propension marginale à consommer. Ici, on a un exemple. Si la variation de l'investissement est égale à 30 et PMC est égal à 0,75, alors le revenu augmente de 120. Remarquons aussi que le fait que le multiplicateur keynésien est d'autant plus élevé que la propension marginale à consommer est faible. Lorsque PMC tend vers 0, c'est-à-dire lorsque PMC baisse, le multiplicateur keynésien augmente. On a vu tout ça dans la présentation de la fonction d'investissement chez Keynes. Passons maintenant à l'étude de l'équilibre sur le marché de la monnaie. Donc ici dans ce cours, ou bien dans le cours que j'ai déjà partagé avec vous, comme interprétation de la courbe IS, lorsque le taux d'intérêt diminue, l'investissement augmente et l'équilibre se trouve rompu. Pourquoi? Parce que la demande globale a changé. Pour parvenir à une nouvelle situation d'équilibre, il faut que le revenu global augmente de façon à générer une épargne égale à l'investissement. Pour ce qui est de la courbe LM, bien sûr le marché de la monnaie. La courbe LM matérialise l'ensemble des points d'équilibre sur le marché de la monnaie. Tout à l'heure, on a vu pour la courbe IS, elle matérialise l'ensemble des points d'équilibre, l'ensemble des couples Y étoile et petit r étoile sur le marché des biens et services. Donc pour le marché de la monnaie, on étudie la courbe LM qui nous donne toutes les combinaisons du taux d'intérêt et du revenu pour lesquels l'offre de monnaie est égale à la demande de monnaie. On a vu tout à l'heure comment on a trouvé la fonction de demande de monnaie qui est composée de la fonction de demande de monnaie pour précaution, pour transaction et pour spéculation, qui est égale à l'offre de monnaie qui est considérée ici exogène. Donc, les motifs de la monnaie, on a déjà présenté ça. Donc, motifs de transaction et de précaution, ils sont en relation croissante avec le revenu. Chaque augmentation du revenu implique une augmentation de la demande de monnaie pour précaution et pour transaction. Pour la demande de monnaie pour spéculation, Keynes affirme que le taux d'intérêt est le prix de renonciation à la liquidité. Selon lui, les agents économiques, ou bien les secteurs institutionnels, arbitrent ont le choix entre la détention de deux types de titres, soit les obligations ou bien la monnaie liquide. Si le taux d'intérêt est élevé, dans un premier cas, les agents vont préférer détenir des obligations puisqu'elles leur rapportent des gains. Dans le cas contraire, si les taux d'intérêt sont faibles, détenir de la monnaie va procurer plus d'utilité, d'où la préférence pour la liquidité. Si les taux d'intérêt dépassent le taux maximal, donc les gens transforment toute leur monnaie en titres.
La quantité de monnaie détenue pour motif de spéculation devient nulle. Pourquoi? Parce que le coût d'opportunité, le coût d'opportunité de détention de la monnaie devient très élevé. La diminution du taux d'intérêt accroîtra la demande de monnaie pour motif de spéculation. La diminution des taux d'intérêt accroîtra la demande de monnaie pour motif de spéculation jusqu'au point où toute augmentation de monnaie est transformée en demande pour motif de spéculation. En ce point-là, qui correspond au taux d'intérêt minimal, la préférence pour la liquidité est infinie et la demande de monnaie pour motif de spéculation est infinie aussi. Et ici, on parle de la fameuse trappe à la liquidité. Qu'est-ce que c'est que trappe à liquidité? C'est l'absorption de toute offre supplémentaire pour des raisons de spéculation. Lorsque le taux d'intérêt atteint son minimum, I0 ou bien R0, une offre de monnaie devient sans effet. Ainsi, la demande de monnaie pour motif de spéculation dépend négativement du taux d'intérêt à travers la dérivée première de la demande de monnaie par rapport, de la fonction de demande de monnaie par rapport au taux d'intérêt est négative. On a vu ça tout à l'heure. On a vu aussi la demande de monnaie. Donc, la fonction de demande de monnaie est égale à la fonction est égale à la demande de monnaie pour motif de précaution et de transaction qui est fonction revenu, qui est en fonction positive du revenu, ainsi que la demande de monnaie, elle est en fonction négative avec le taux d'intérêt. Le motif, c'est la demande de monnaie pour le motif de spéculation. Selon Keynes, le taux d'intérêt ne résulte pas de la confrontation entre l'épargne et l'investissement. Cette variable résulte de la confrontation entre la demande et l'offre de la monnaie. Vous avez remarqué le rôle que joue le taux d'intérêt dans la détermination de l'équilibre. Selon Keynes, l'offre de monnaie est déterminée par les décisions de la Banque centrale. On a vu ça tout à l'heure. Ce qui donne que l'offre de monnaie est indépendante ou bien exogène. Le fait que l'offre de monnaie est indépendante, exogène du taux d'intérêt, peut être représenté par une courbe verticale parallèle à l'axe des ordonnées. Voilà, cette courbe-là. Quelle est l'explication de cette courbe? C'est simple. La progression de la demande de monnaie pour motif de transaction ou bien de précaution dépend directement du niveau du revenu, sans que le taux d'intérêt ait le moindre rôle. La courbe LM donc on a vu que l'offre de monnaie étant une constante du fait qu'elle est décidée par la Banque centrale, indépendamment du taux d'intérêt. Donc dans les exercices, on va nous donner cette fonction-là, ou bien ce paramètre-là. L'équation de la demande de monnaie, on l'a déjà vu. Sur la base de cette fonction-là, on peut trouver le taux d'intérêt d'équilibre, qui est en fonction du revenu d'équilibre.
Ainsi, il existe une relation directe entre Y et le taux d'intérêt dans le marché de la monnaie. Sur ce marché, quand Y augmente, R fait de même. Ici, nous avons une relation positive et croissante entre le taux d'intérêt d'équilibre et le revenu d'équilibre. Chaque augmentation du revenu implique une augmentation du taux d'intérêt. Bien, chaque augmentation du taux d'intérêt implique une augmentation du revenu, c'est-à-dire une relation qui va dans le même sens. Une simple définition de la courbe LM, elle est l'ensemble des couples, ou bien des points Y étoile et R étoile qui assurent l'équilibre sur le marché de la monnaie. Si le revenu national augmente et les taux sont bas, la monnaie va être essentiellement demandée pour motif de transaction. Donc sur le marché des titres, il y aura une sécheresse de la liquidité. Pour attirer les épargnants vers ce marché, les émetteurs offriront des titres à des taux élevés. Le revenu national est alors lié positivement au taux d'intérêt sur le marché de la monnaie. Donc la courbe LM, c'est une courbe croissante. Et la pente de la courbe LM, si on dérive la fonction du taux d'intérêt par rapport au revenu d'équilibre, on va trouver MT sur MS. Si on revient ici, si on dérive cette fonction-là par rapport au revenu d'équilibre, on va trouver MT sur MS. Pour l'instant, on ne va pas parler des déplacements de la courbe ISLM, de la courbe IS et de la courbe LM. On va le laisser pour la section où on va traiter les politiques économiques dans le modèle ISLM. Finalement, après avoir trouvé ou bien tracé la courbe IS et tracé la courbe LM, c'est-à-dire après avoir trouvé l'équilibre sur le marché des biens et services et l'équilibre sur le marché de la monnaie, on peut trouver l'équilibre macroéconomique à travers la confrontation ou bien le point d'intersection entre la courbe IS et la courbe LM. Comme petite interprétation, quand le taux d'intérêt et le revenu ne se situent pas au point d'équilibre, le point d'intersection entre les deux courbes représente le point d'équilibre où on peut trouver le revenu d'équilibre et le taux d'intérêt d'équilibre. Donc, l'ajustement dans le cas de déséquilibre se fait aussi par la courbe IS que par la courbe LM. Et pour trouver analytiquement le point d'équilibre, nous devons résoudre le système suivant, qui est composé de deux équations du taux d'intérêt. L'équation qu'on a trouvée dans le modèle IS, c'est-à-dire le taux d'intérêt en fonction du revenu, et l'équation qu'on a trouvée dans le modèle LM, c'est-à-dire le taux d'intérêt en fonction du revenu. Ici, j'ai mis aussi quelques explications et quelques interprétations de la courbe LM. Plus le taux d'intérêt est faible, plus les encaisses de spéculation sont importantes. Il faut donc que le revenu national baisse pour générer une diminution de L1. L1, c'est la demande de monnaie pour motif de transaction et précaution. L'équilibre ISLM, ou bien l'équilibre synthétique, correspond à l'équilibre simultané sur le marché des biens et services et sur le marché de la monnaie. Graphiquement, il correspond au point d'intersection entre IS et LM. À l'équilibre synthétique, la demande de biens et services est égale à la production réalisée. En même temps, la demande de monnaie est égale à l'offre de monnaie. C'est l'interprétation
de ce point-là, qui est le point d'équilibre. Dans ce point-là, on a une garantie sur l'existence d'un équilibre simultané sur les deux marchés, à savoir le marché des biens et services et le marché de la monnaie. Ce qu'il faut retenir de ce chapitre-là. La relation IS représente les conditions d'équilibre sur le marché des biens et services. Donc on commence par Y est égal à C plus I plus G. Sachant que C, c'est la consommation, I, l'investissement, G, les dépenses publiques. On remplace C par sa fonction, qui est égale à la consommation incompressible plus PMC multiplié par Y moins T ou bien multiplié par le revenu disponible. Dans le modèle IS, ou bien dans la relation IS, on retrouve le mécanisme du multiplicateur keynésien à travers la relation dépenses publiques-revenus, ou bien à travers la relation investissement-revenu. La variation de l'investissement est mesurée de combien varie le revenu. La relation IS est simultanément une relation entre investissement et épargne. Où on a trouvé tout à l'heure, épargne est égale à l'investissement. Pour la courbe LM, elle représente les conditions d'équilibre sur le marché de la monnaie. Et la demande de monnaie est égale à la demande de monnaie pour motif de précaution et de transaction, plus la demande de monnaie pour motif de spéculation. Avec bien sûr M, c'est l'offre de monnaie. Donc, dans les vidéos prochaines, on va essayer d'étudier les politiques économiques ou bien le rôle des politiques conjoncturelles, à savoir la politique monétaire et la politique budgétaire dans le cadre du modèle ISLM. Et ensuite, on va essayer de corriger 2 ou 3 exercices qui traitent le modèle ISLM. Et bon courage.